Voilà, chers collègues, monsieur le rapporteur, nous reprenons aujourd'hui les travaux de notre commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Nous allons cet après-midi procéder à 3 auditions successives. Comme hier, celles-ci sont ouvertes à la participation des membres de la commission en visioconférence, du fait du contexte complexe pour les déplacements en France liés à la mobilisation sociale du jour. Nous recevons, pour débuter cette série d'auditions, Monsieur Philippe Ladoucette, que je remercie d'avoir accepté notre invitation, et qui a présidé la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, de 2006 à 2017. Un mandat plutôt long par rapport aux mandats qui vous auront succédé. Anormalement long, voilà. Alors je rappelle simplement pour contextualiser que la CRE a été créée en 2000 et est une autorité administrative devenue indépendante née de l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz. Son rôle consiste notamment à veiller au bon fonctionnement de ceux-ci, à garantir l'indépendance des gestionnaires des réseaux, à apporter son expertise et à participer aux instances de coopération des régulateurs européens, regroupés au sein de l'agence, l'ACER, mais aussi à entretenir un débat nourri avec les pouvoirs publics chargés de la politique énergétique, comme l'affirme le jaune budgétaire relatif aux autorités administratives et publiques indépendantes. Selon cette même source, la CRE s'appuie sur 2 organes indépendants, son collège, qui rend ses décisions en s'appuyant sur l'expertise de ses services, et le comité de règlement des différends et des sanctions, le CORDIS, voilà. Car d'une certaine façon, la concurrence est devenue aujourd'hui une source de contentieux. La CRE, bien que peu connue du public, prend des décisions ou des avis dont les conséquences sont importantes, non seulement pour les entreprises, qu'elles soient productrices, consommatrices, distributrices, mais aussi pour les ménages, sans oublier les collectivités publiques. L'AREN, la fameuse, les tarifs régulés ou réglementés, les charges de service public, les tarifs d'utilisation des réseaux, la façon dont les marchés réagissent, tout cela finalement trouve sa traduction directe ou indirecte sur les factures de gaz ou d'électricité et est au cœur du travail de la CRE. Les consommateurs d'énergie ont de plus en plus de mal aujourd'hui à s'y retrouver, force est de le constater, même si la CRE tente de présenter dans ses publications la logique du système mis en place. Doit-on finalement considérer que la CRE est garante de la souveraineté et de l'indépendance énergétique de la France? Quelles ont été les évolutions les plus significatives de ce point de vue? Monsieur Lévy, ancien PDG d'EDF, a évoqué le poison qu'a constitué l'AREN pour EDF. Les propos de monsieur Proglio n'ont pas été moins virulents sur ce sujet. Nous compterons sur vous, monsieur Ladoucette, pour nous éclairer, vous qui avez présidé la CRE pendant 11 années et qui avez produit un travail académique de qualité sur la régulation indépendante des marchés de l'énergie. Voilà quelques éléments préalables à votre exposé. Je vais maintenant vous laisser la parole pour un propos liminaire, non sans avant vous avoir demandé de bien vouloir prêter serment en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Je vous prie de bien vouloir prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, conséquence de quoi je vous demande de bien vouloir lever la main droite et dire « je le jure ». Écoutez, monsieur de Ladoucette, je vous laisse la parole. C'est mieux. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire un petit détour pour commencer sur le thème même de la souveraineté énergétique. Il se trouve que l'Association française des juristes de l'énergie vous ont devancé un tout petit peu, car qu'ils avaient prévu dès avant l'été 2022 de faire à la fin de l'année son colloque annuel sur le thème de la souveraineté énergétique. Alors, je ne vais pas vous raconter le colloque qui était toute une journée, mais en 2 mots, il en est ressorti, d'après les interventions, que le thème même de la souveraineté énergétique, dans le contexte dans lequel nous étions, n'avait pas beaucoup de sens, que si on voulait parler de souveraineté, absolument, elle ne pouvait se traduire que par la sécurité d'approvisionnement, et que par ailleurs, si souveraineté il devait y avoir, elle ne pourrait être qu'européenne. Voilà. Petit mot pour commencer. Alors, européenne, c'est assez normal, puisque
l'ouverture du marché de l'énergie, d'abord de l'électricité puis du gaz, puisqu'il y a eu un décalage entre la première directive de 96 et la seconde de 98 pour le gaz, et la transcription dans les lois françaises de 2000 pour l'électricité, de 2003 pour le gaz, se sont fondés essentiellement sur une approche, je dirais, juridique. D'une part, au travers de l'acte unique européen, qui était la base même de l'action de la Commission européenne, et deuxièmement, et c'est important de s'en souvenir, par le droit de la concurrence. Il faut attendre 2008 et le traité de Lisbonne pour que la Commission européenne ait une compétence partagée avec les États dans le domaine de l'énergie. Ce qui n'a pas empêché qu'il y ait eu des directives avant cette compétence, mais qui étaient donc basées sur une approche très juridique et non pas sur la vision d'une politique énergétique. Petit rappel, la France s'est battue considérablement avant la première directive de 1996 contre l'idée même de l'ouverture des marchés. Les parlementaires étaient assez vent debout. Si vous regardez les différents rapports des commissions ou des réunions en Assemblée générale, vous verriez beaucoup de critiques sur le principe même de cette ouverture à la concurrence, d'abord de l'électricité, donc, puis du gaz. Pourquoi ? C'est assez simple, puisque le modèle qu'envisageait la Commission européenne allait complètement à l'encontre du système tel qu'il existait en France. EDF, avec la construction des centrales nucléaires sur une vision très, je dirais, centralisée, organisée, avait en 1995 atteint un niveau de production tel qu'elle revendait beaucoup d'électricité en Europe. Par ailleurs, elle avait les moyens et les capacités d'aller racheter un certain nombre d'entreprises dans les pays européens et la réciproque n'était pas vraie. Et donc, quand on dit qu'il y avait une certaine volonté j'ai entendu dire, j'ai lu ça, de casser un peu la dynamique d'EDF, c'était plutôt le fait qu'il y avait, j'ai participé à beaucoup de colloques en Europe entre 1995 et 2000, où l'on voyait vraiment une sorte d'agacement de voir comment EDF pouvait aller racheter des entreprises du domaine de l'électricité en Europe, alors qu'il était impossible d'entrer sur le marché français. Donc on partait déjà sur des bases où il n'y avait pas de situation d'équivalence entre la France et le reste des pays. Donc cette transcription de la première directive de 1996 a mis beaucoup de temps à se faire, puisqu'il a fallu attendre 2000, donc on était déjà très en retard par rapport à ce qu'on aurait dû faire, pour qu'elle soit traduite dans la loi, qui avait un nom d'ailleurs tout à fait particulier, puisqu'il s'agissait d'améliorer le service public, alors qu'en fait il s'agissait aussi d'ouvrir le marché. Ça a été la loi qui a créé d'ailleurs la Commission de régulation de l'énergie en février 2000. À partir de là, il faut reconnaître qu'on ne peut pas dire que l'exécutif français ait fait beaucoup d'efforts pour mettre en application la directive qu'il avait approuvée. Et donc, je dirais que tout se passait à peu près bien dans la première partie jusqu'en 2006, 2005, puisque à ce moment-là, les prix sur le marché de gros étaient très bas. Les entreprises, à l'époque, avaient souhaité aller sur le marché dans la mesure où les tarifs réglementés étaient très supérieurs au coût des énergies fossiles, qui étaient essentiellement donc, le charbon, le gaz et le pétrole, et qui définissaient un prix qui était très bas par rapport à ce qui était le prix du nucléaire à ce moment-là. En 2004, les choses ont changé et les prix sont remontés considérablement, ce qui a entraîné des réactions politiques, si je puis dire, très sensibilisées par les entreprises qui étaient confrontées à un renouvellement de leurs contrats avec des hausses de prix considérables. Ça vous rappellera une situation présente. Le Parlement a eu une initiative, ce n'était pas une initiative gouvernementale, mais a pris une initiative qui était de créer le TARTAM, donc le tarif transitoire, etc.
Ça se passait, je le dis tout simplement parce que c'est intéressant d'avoir ça en tête, ça s'est passé à un moment, et ça s'est voté dans la loi de décembre 2006, ça s'est passé à un moment où la Commission européenne avait déjà envoyé une lettre au gouvernement français pour lui poser des questions sur la transcription des deux premières directives, et aller ensuite ouvrir un contentieux vis-à-vis de la France sur les tarifs réglementés verts et jaunes, qui étaient les tarifs des entreprises professionnelles, et sur une mauvaise transcription. Donc, je dirais que la goutte d'eau qui était le tartame n'a pas arrangé les choses, puisqu'évidemment, ça s'est fait sans aucune concertation avec la Commission européenne. Et c'est très important d'avoir, enfin, c'est relativement important d'avoir ça en tête, parce que c'est l'ensemble de ce qui s'est passé à ce moment-là, donc là on est en 2005-2006, qui va conduire l'exécutif à mettre en place une commission en 2008, qui est la commission Champsor, pour réfléchir à la façon dont on peut essayer de répondre à la situation compliquée devant laquelle nous étions dans ce début de procédure avec la Commission européenne, avec le risque que la France aille à une condamnation et éventuellement avec des conséquences non négligeables sur EDF, éventuellement sur sa structure même. Donc, contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire, la fameuse ARENH n'est pas une innovation, une idée bruxelloise. C'est le résultat des travaux de cette commission, qui était constituée de 2 parlementaires et de 3 économistes, et qui a évoqué plusieurs pistes et qui s'est arrêté sur cette idée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui s'est arrêté sur cette idée de faire l'ARENH, en quelque sorte. Ça ne s'appelait pas l'ARENH à ce moment-là, mais c'est devenu l'ARENH. C'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à ce que pourrait être le contenu de cette ARENH, qu'est-ce qu'il devrait couvrir, comment il devrait être calculé, et en parallèle, le Premier ministre de l'époque, qui était François Fillon, a commencé à négocier avec les 2 commissaires concernés, qui étaient le commissaire à l'énergie, M. Pibags, et le commissaire à la concurrence, sur comment, si l'on fait telle et telle chose, est-ce que ça permettrait d'arrêter la procédure, etc. Et ils sont arrivés à un constat d'accord, si je puis dire, dans un échange de lettres si je ne m'abuse, du 15 septembre 2009, où le Premier ministre a évoqué les différentes pistes possibles que devrait contenir la loi, qui n'était pas évidemment encore votée, qui n'était même pas encore un projet de loi, et la réponse de la Commission européenne, donc des 2 commissaires, était de dire, ce sont des lettres assez longues dans les 2 cas, il y en a une qui fait 6 pages, l'autre qui fait 6 pages également. C'est un échange qui a été très travaillé parce qu'elle se fait le même jour, donc on voit très bien que c'était la première lettre était déjà, je dirais, travaillée avec la Commission européenne, et donc la réponse était en gros oui, si vous faites tout ce que vous dites, si vous le faites relativement vite, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, et dans ces cas-là, nous arrêterons la procédure en cours. La procédure en cours s'est arrêtée officiellement en 2012. Tout ça pour dire que la mécanique de l'ARENH n'est pas proprement parlé une idée, une initiative européenne, mais une initiative française, qui a été très largement discutée au sein du Parlement. Il y a beaucoup de séances qui ont été consacrées. On a à l'époque pris beaucoup de retard par rapport à ce qu'avait dit le Premier ministre, puisqu'elle n'a été votée, si je ne m'abuse, qu'en décembre 2010. Et à l'époque, je ne sais pas si vous... Il me semble que vous allez auditionner Jean-Louis Borloo, il m'a semblé. Vous pourrez lui poser la question. Il a dit en séance, à un moment donné, parce qu'il fallait convaincre les parlementaires de le faire. Si on ne le fait pas, on a un risque de démantèlement d'EDF.
Et donc, ce n'était pas l'Arenh qui était le sujet, mais c'était trouver une solution par rapport à la procédure en cours. Une fois ces échanges de lettres faits, la procédure a suivi son cours, une procédure normale, assez longue parlementaire, avec des discussions. Et on est arrivé à quelque chose qui ressemblait un peu à ce qui avait été annoncé par le Premier ministre, pas complètement, même pas vraiment complètement, mais enfin, ça a marché. À partir de là, il faut dire une chose que je n'ai pas dite, c'est que l'ouverture à la concurrence dans cette période s'était fait en plusieurs temps. La première pour les entreprises 99-2000, pour les grosses entreprises, ensuite pour les petites entreprises 2004, puis pour l'ensemble des consommateurs domestiques au 1er juillet 2007. Les résultats, au moment où on a discuté de l'Arenh, étaient très faibles, puisqu'il y avait à peu près 870 000, je ne suis pas certain du chiffre que je vous donne, c'est de cet ordre de grandeur, 870 000 consommateurs qui étaient sur le marché dans le domaine de l'électricité. Je n'ai pas parlé du gaz, mais la problématique était assez différente. D'abord parce qu'on n'est pas producteur de gaz, comme chacun sait, en tout cas depuis que le lac est fermé, mais elle est assez différente en ce sens que il n'y avait pas les mêmes sujets sur le gaz que sur l'électricité. EDF est toujours apparu, et continue à apparaître d'ailleurs, comme une part de la réalité française. Et c'est un cas un peu particulier dans le monde de l'énergie en Europe, c'est même complètement à part. J'ai souvent dit, et je peux le répéter devant vous, que je considère que l'exécutif n'a pas, à ce moment-là, n'a pas joué du tout, je dirais, franc jeu pour l'ouverture du marché. Nous nous sommes d'ailleurs très souvent heurtés, la CRE, à l'exécutif, notamment sur les évolutions des tarifs réglementés, puisque, et là c'était un moyen d'aider l'entreprise EDF, nous voulions que la loi soit respectée, tout simplement, c'est-à-dire que les tarifs couvrent les coûts. Or, je veux dire, les propositions tarifaires du gouvernement, de l'exécutif, après avis de la CRE, étaient très systématiquement souvent, enfin très largement, en dessous de la réalité de cette couverture des coûts. Et beaucoup de ces arrêtés ont été attaqués par les fournisseurs alternatifs devant le Conseil d'État, qui en général a cassé les arrêtés tarifaires. Donc il a fallu véritablement tout un travail je dirais, une forme de régulation juridique par le Conseil d'État pour qu'à un moment donné, on arrive à faire des évolutions tarifaires qui correspondent à la loi. Alors, pour compliquer un peu le débat, puisque déjà c'est une grande simplicité, le principe de la couverture des coûts, qui était celui des tarifs réglementés jusqu'à l'existence de l'Arenh, a été modifié par un amendement parlementaire. Si je ne m'abuse, ça devait être de Jean-Claude Lenoir, c'était un vrai spécialiste de la question, qui avait supprimé le principe de la couverture complète des coûts comptables. Et la loi NOM ne reprenait d'une façon assez ésotérique que le principe de la prise en compte des coûts. Et je me souviens lui avoir posé la question en lui demandant, mais ça veut dire exactement quoi? Quel est le sens de cet amendement? Est-ce que ça veut dire qu'on ne couvre plus complètement les coûts? Et il m'avait répondu, oui, l'idée c'est de les prendre en compte, mais pas essentiellement, mais pas de les prendre totalement en compte, enfin pas de les prendre complètement en compte, dans la mesure où l'inquiétude était que les prix montent, puisque quand on a voté la loi NOM, les prix étaient élevés, et que donc on voulait maîtriser l'évolution des tarifs réglementés. Et à partir de ce moment-là, et ça je l'ai dit devant la commission des affaires économiques ici, il y avait un risque sur la situation de gestion de l'endettement d'EDF, dans la mesure où les tarifs ne couvriraient plus les coûts. Et ça, ce n'est pas un principe bruxellois, c'est franco-français.
Et c'est important d'avoir ça en tête, parce que ça peut expliquer certaines difficultés qui se sont passées pour EDF au bout d'un certain temps. Donc, je ne rentre pas dans le détail de ce qui s'est passé ensuite sur la décision du tarif de l'Arenh, qui a été d'abord 40 puis 42, parce que je pense que vous me poserez la question. Alors, je ne vais pas tout de suite, je ne vais pas tout dire avant. Mais à partir de là, on a commencé à déraper, puisqu'il était prévu par la loi qu'au bout de 3 ans, c'est déjà pas mal, mais qu'au bout de 3 ans, après la promulgation de la loi, il y aurait un décret qui définirait la méthode de calcul employée par la Commission de régulation de l'énergie pour calculer annuellement les évolutions de l'Arenh. Ce décret devait passer au Conseil d'État. Il n'y est jamais passé. Or, la CRE a donné un avis sur le projet de décret, je crois, le 24 juillet 2014, ou le 21 juillet, je ne sais plus très bien, a donné un avis positif. Et ça s'est arrêté là, ce qui fait que depuis 2012 jusqu'aux événements récents d'évolution du prix de l'Arenh, il n'y a pas eu d'évolution du prix de l'Arenh. Alors, pourquoi premièrement, enfin, c'est pas premièrement, d'ailleurs, c'est essentiellement parce que lorsque l'exécutif a envoyé le projet de décret à la Commission européenne, il a eu en retour énormément de questions. Questions qui étaient posées à l'exécutif, mais qui étaient posées également à EDF. Je ne vous donnerai pas les questions parce que je n'étais pas dans la boucle de négociation, enfin des discussions, mais ce que je sais, c'est qu'il n'a pas toujours été possible, ou même il a été très souvent difficile de répondre à ces questions. Donc il y avait un aller-retour permanent, et que comme à ce moment-là, les prix de gros sur le marché de l'électricité étaient tombés, l'intérêt même du prix, enfin l'intérêt même de l'Arenh était beaucoup plus faible. Et les conversations, je crois, les négociations se sont arrêtées aux environs de 2015. Point. Et je dirais qu'aujourd'hui, la question qui a été posée il y a déjà maintenant à peu près un an et demi, sur la nouvelle régulation du nucléaire, pose probablement les mêmes questions. Et ça, c'est une devinette de ma part, parce que je n'ai plus d'informations. Mais pose probablement les mêmes questions de la part de la Commission européenne, qui a le problème d'avoir une longue mémoire. Et je pense que l'exécutif aura un peu les difficultés qu'à l'époque il y avait pu avoir. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là dans un propos introductif déjà assez long. Je veux le rapporteur, et avoir déjà un peu évoqué un grand nombre de sujets. Je vous remercie, Monsieur de la Doucette, pour ces propos introductifs très clairs et très factuels qui peuvent contraster avec un certain nombre d'échos qu'on entend au quotidien et nous aider à y voir un petit peu plus clair. Je vais essayer à la fois de reprendre dans mes questions le fil de votre exposé et puis de respecter une forme de chronologie, même si ce sera probablement difficile. L'essentiel, c'est qu'on puisse aborder les différents points. Je voudrais peut-être revenir à la loi NOM et vous demander de nous redécrire, selon vous, ses principaux objectifs et les résultats atteints ou non, à la fois à la lumière de votre mandat, le jour où vous quittez vos fonctions de président de la Commission de régulation de l'énergie, et puis deuxièmement, à la lumière de la situation que nous traversons aujourd'hui et de la crise énergétique que nous connaissons. Alors, l'essentiel de l'objectif était de permettre aux fournisseurs alternatifs, d'électricité par rapport à EDF, de se trouver dans des conditions de concurrence équivalentes et donc de constituer un prix qui serait le reflet des conditions
connue par les entreprises alternatives. Donc le principe était bien de permettre le développement de la concurrence sur un marché qui était à ce moment-là assez peu ouvert. Je dirais que je reprendrai, si vous le permettez, une phrase de la lettre du Premier ministre du 15 septembre 2009, lorsqu'il disait « Il s'agit de donner aux fournisseurs alternatifs un droit d'accès à la production électrique de base d'EDF aux conditions économiques du parc historique ». Bon, je n'ai pas précisé, mais ce que le parc historique, bien entendu, et pas du tout le renouvellement des centrales, en fonction de leur portefeuille prévisionnel de clients en France, dans des conditions équivalentes à celles dont dispose EDF. S'agissant d'une régulation asymétrique d'un acteur dominant, c'est important parce qu'on est vraiment dans l'asymétrie, le dispositif d'accès à la base régulée, c'était l'ancien nom de l'AREN à ce moment-là, aurait vocation à être proportionné à l'objectif de développement de la concurrence, c'est-à-dire à traiter uniquement l'avantage incomparable dont bénéficie l'opérateur dominant. Dans cette perspective, le dispositif doit être globalement plafonné, c'est-à-dire qu'il a été plafonné à 100 TWh, ce qui d'ailleurs, pour une petite précision, dans l'échange de courrier que je vous ai remis entre le Premier ministre et la Commission européenne, la Commission européenne ne parle pas d'un plafond à 100 TWh, dans la lettre en tout cas, mais au moins 100 TWh, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc l'objectif était l'ouverture. Cette ouverture n'a pas démarré du tout facilement, parce que l'ouverture ne pouvait se faire que dans la mesure où nous avions des prix qui étaient contestables. Pour arriver à des prix contestables, des tarifs contestables, il y avait un temps de latence demandé par le Parlement, de manière à ce que, entre le tarif tel qu'il était et l'objectif de cette contestabilité, il y ait un certain nombre d'années pour y parvenir. Donc l'idée initiale de la loi, c'était qu'on y parvienne en 2015. On arrive à 2015, où à partir, logiquement, du 1er janvier 2016, mais en fait ça a été anticipé, c'était le 1er janvier 2016 où la Commission de régulation de l'énergie prenait la responsabilité de faire la proposition d'évolution tarifaire. Et ce n'était plus le gouvernement qui demandait un avis à la CRE, mais c'était la CRE qui faisait la proposition, et le gouvernement avait 2 mois pour s'y opposer si il estimait que, ce qui n'était pas évident du tout d'ailleurs, parce qu'il y avait des calculs assez précis à faire, donc ce n'était pas évident de s'y opposer. Donc on avait un temps de latence pour y arriver. Donc le temps que cette opération se fasse, le développement de la concurrence était quand même encore extrêmement lent, puisqu'on avait des retards considérables sur les tarifs réglementés entre 2011 et 2015, dans la mesure où les gouvernements, parce qu'il y en a eu plusieurs, n'étaient pas très partants pour des évolutions tarifaires trop importantes, notamment pour les consommateurs domestiques. Il y a eu encore beaucoup de contentieux réglés par le Conseil d'État. Il y avait eu un accord qui était passé entre les alternatifs à ce moment-là et le ministre chargé de l'énergie, qui était à ce moment-là, je crois, Madame Bateau, il me semble, pour des étapes en 3 étapes. Je ne sais pas si c'était Madame Bateau ou si c'était Madame Ségolène Royal, je ne sais plus très bien. Mais enfin, il y avait l'idée de trucs d'évolution tarifaire en 3 fois en 3 ans, de manière à rééquilibrer les tarifs réglementés par rapport à la réalité des coûts. Et ça devait se faire en 2014. La première s'est faite, la deuxième s'est faite en partie en tout cas, et la troisième a été squeezée, parce que Mme Royal a décidé qu'il était plus intéressant, en tout cas politiquement parlant, de passer tout de suite à l'empilement, au système d'empilement des tarifs, qui permettait d'avoir une augmentation des tarifs moindres que si on avait fait le système précédent. Et donc, les fournisseurs alternatifs se sont trouvés un peu le bec dans l'eau, parce qu'à partir de ce moment-là,
bien qu'ils aient attaqué les décisions. Là, le Conseil d'État ne leur a pas donné raison. Et ils sont partis avec un peu de différence en matière concurrentielle. Mais donc, si vous voulez, la mécanique concurrentielle a vraiment démarré, ça s'est vraiment développé plutôt dans environ 14, 15, 16, 17, 18. Après ça a quand même beaucoup augmenté. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Vous avez commencé à y répondre, bon. Mais donc je la prolonge. Oui. Est-ce qu'on l'a obtenu? Est-ce qu'on a... voilà. Oui, d'une certaine manière, sous l'ouverture des marchés, c'est pas extraordinaire. Mais enfin, aujourd'hui, on peut dire que le marché est ouvert. Il y a pas, alors quand je suis parti, il était vraiment très peu. Il s'est vraiment développé après, je trouve. Alors, est-ce que on a répondu à l'ensemble des sujets qui étaient contenus dans la loi NOM, parce qu'il y avait tout un problème sur la problématique de la courbe, si je puis dire, d'endettement d'EDF entre 2011 et 2025. Donc on est encore tout à fait dans les purs. Et il y avait là-dessus, je dirais, des débats assez divergents entre les experts. Alors, avec EDF, absolument. On n'a jamais été d'accord, ni les économistes, ni la CRE, avec nos interlocuteurs d'EDF sur les calculs. Ils n'avaient pas du tout la même vision de calculatoire que la nôtre. J'aurais pu vous passer des notes de 25 pages, dont 10 pages d'équations sur le travail qui a été fait avant sur ce que pourrait être le prix de la reine, et donc avec les conséquences sur l'évolution de l'endettement, sur la capacité d'assurer non pas le renouvellement, enfin pas un nouveau parc nucléaire, mais le renouvellement des centrales nucléaires en cours pour les prolonger. Donc tout ça, c'était compris dans le schéma. De ce point de vue-là, quand je suis parti en février, ça fait exactement 6 ans à une semaine près, quand je suis parti à ce moment-là, la question ne se posait pas vraiment encore. Je me souviens cependant quand même de Jean-Bernard Lévy étant venu à la Creux, devant le collège et les services d'ailleurs, et où il nous avait expliqué que EDF était à 2 doigts de se casser la figure. Ce qui, je dois dire, nous avait un peu étonnés. C'était un langage très clair. Mais alors, il avait un peu expliqué quels étaient les sujets qui se posaient, mais à ce moment-là, c'était pas les mêmes sujets qu'aujourd'hui. On n'était pas là-dessus. Il avait un problème globalement de financement de ces différentes ces besoins d'investissement. L'un des sujets de divergence que nous avions avec lui, que nous avons eu avec lui, c'était notamment le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, donc le TURP, où il avait besoin en vérité que ce niveau que le niveau que nous mettions soit suffisamment élevé pour que ça rapporte quand même un dividende, ça puisse payer un dividende à la maison mère. Et là-dessus, nous avons eu sur le dernier TURP que j'ai mené à l'époque, nous avons eu une vraie différence, puisqu'on s'est clashé à la fois avec la ministre et avec EDF et avec ERDF qui était Enedis, pas avec le transport. Et ça s'est terminé au Conseil d'État qui nous a donné à 98% raison. Mais bon, ça c'est l'histoire ancienne. Mais on avait là un vrai sujet où la partie régulée des réseaux apparaissait pour le président d'EDF un élément très important de l'équilibre financier de l'entreprise. Alors, ce qui s'est passé après, ça, je n'ai plus eu les éléments d'information complets, mais ça, vous les avez certainement. Donc, je dirais que
la problématique de l'AREN avait répondu en très grande partie à l'objectif qui était celui qui avait été fixé dès le départ. Se posait déjà fin 2016, début 2017, la problématique qu'est-ce qu'on fait après, puisque l'arrêt est prévu en 2025. Donc voilà. Alors, moi, j'ai été un peu surpris quand même, je le dis très clairement, des propos tenus par les uns et les autres sur le poison de l'AREN pour la EDF, parce que si le seul sujet réel d'EDF était l'AREN, je pense que ce serait plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a d'autres sujets, dont je ne serais bien incapable d'ailleurs je n'ai pas la responsabilité d'en parler ni la compétence. Je pense que certes l'AREN n'était pas fait pour aider EDF, c'était pas fait pour ça, c'était fait pour lui faire perdre des clients. Donc, quand on perd des clients, on fait un chiffre d'affaires moindre, c'est évident. Voilà ce que je peux dire. Ce que je pourrais dire également, en faisant un peu à l'esprit l'escalier, c'est que lorsqu'il y a eu la première directive de 96, les grands sujets à l'époque, puisque j'étais déjà dans le système, les grands sujets à l'époque, c'était comment EDF va pouvoir répondre à la problématique de la concurrence et va pouvoir continuer à investir. Alors c'était vrai sur les 4 premières années. Il se trouve que les prix de l'énergie, les prix de l'électricité sont considérablement remontés, et donc ça a résolu une partie du problème. Ce que je pense, alors là je le pense non pas en tant que régulateur, mais plutôt en tant que citoyen, je pense qu'EDF aurait dû, dès les premières années, réformer un peu son système de fonctionnement, optimiser les choses, faire de grosses économies et s'adapter à une situation de concurrence. Et pour ça, encore a-t-il fallu que l'exécutif le laisse faire, parce que je pense que là, il y a au moins un point d'accord entre tout le monde, c'est que quand on est président d'EDF, on a beaucoup beaucoup d'éléments contradictoires venant de l'actionnaire exécutif. Je vous remercie. Je vais reprendre un certain nombre de vos points, tant ils tranchent effectivement avec nos auditions précédentes, et c'est l'intérêt du débat. Du débat et de croiser les versions, bien sûr. Je vais peut-être quand même une seconde revenir sur l'AREN avant de repartir sur le marché européen. Si je résume ce que vous dites, et je vous laisserai infirmer si ce n'est pas le cas, si je résume ce que vous dites que les calculs de la commission de régulation, concordant d'ailleurs avec les calculs de la Direction générale de l'énergie de l'époque, donnait un résultat qui faisait que le tarif fixé de l'AREN permettait à EDF de supporter le coût de maintenance et de renouvellement de son parc. Oui, mais à ceci près que nous n'avions pas un prix de 42, nous avions un prix qui se baladait entre 36 et 39. Et que, comme nous l'a dit... À 36-39, on était... normalement, ça passait. Et que, comme nous l'a dit l'ancien directeur général de l'énergie, il a été entendu de manière assez large qu'il était possible que l'écart entre ces 40 et ces 42 soit comblé par les coûts afférents aux travaux post-Fukushima, dus aux audits. C'était l'explication de l'exécutif quand il nous a soumis son projet à 42, qui n'était donc absolument pas structuré. Enfin, il n'y avait pas de calcul, il n'y avait rien. Et je peux vous dire qu'on n'a pas donné d'avis négatif, mais le débat a été très, très vif au sein du collège. Finalement, on n'a pas donné d'avis. On a pris acte, grosso modo, en disant que la raison pour laquelle on l'a fait, c'est parce qu'on ne voulait pas qu'on nous accuse de mettre à risque les situations nucléaires, qu'on était après Fukushima. Mais on n'était absolument pas, profondément convaincu que le 42 ne se justifiait pas tout seul. On aurait très bien pu dire, si on avait fait ce qui avait été prévu initialement, c'est-à-dire revoir le prix de l'AREN tous les ans, les investissements, c'est ce qu'on souhaitait d'ailleurs, les investissements qui étaient faits dans ce domaine, qu'on appelait après le grand carénage, pouvaient parfaitement entrer au fur et à mesure dans le prix de l'AREN. Ce que vous dites très simplement, c'est que, contrairement à ce que nous ont dit les anciens responsables d'EDF, selon lesquels la quasi-totalité des difficultés de l'entreprise viennent de l'AREN, ou les syndicats du CSE d'EDF, selon lesquels un tiers à peu près de l'endettement d'EDF viendrait, selon eux, de l'AREN, qui est un dispositif qui viendrait affaiblir l'entreprise, c'est que
n'a pas, selon vous, été un facteur d'affaiblissement de l'entreprise. Et donc j'en déduis que si l'entreprise s'est affaiblie, ce qui semble faire consensus au moins sur la partie de son parc nucléaire, c'est dû aux décisions de l'entreprise sous contrainte des consignes de l'exécutif. On peut le dire comme ça. Et on peut dire aussi que, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir introduit dans la loi NOM le principe de la non-couverture complète des coûts, mais de la prise en compte des coûts, avait, et ça je le disais tout à l'heure, je l'ai dit à l'Assemblée nationale à l'époque, pouvait poser un problème éventuellement sur la couverture couverture sèche des coûts d'EDF. Mais un problème théorique, puisque d'après vos calculs, le tarif de la reine excédait cette couverture. Oui, mais dans les calculs, on n'avait pas, quand on a fait les calculs, on n'avait pas tenu compte de ce problème de non-couverture, enfin, de la non-couverture totale des coûts complets d'EDF, des coûts comptables d'EDF. Et ça, on ne l'avait pas entré dans la mécanique, parce que je crois qu'à l'époque, quand on a fait le calcul, on ne savait pas encore, parce que la loi n'était pas encore votée. Et donc, ça, c'est vraiment un amendement parlementaire, et c'était pas dans la loi initialement. Je vous remercie. Alors, j'en reviens à un point plus fondamental, parce que, et vous me contredirez si je déforme vos propos, vous semblez vous satisfaire à la fois du marché européen tel qu'il a été conçu et de sa mise en œuvre, même si vous l'avez jugé tardive et incomplète jusqu'à très récemment. Je vous laisserai répondre après, je finis. Donc ça, c'est la première partie. Mais il y a une question qu'on peut se poser assez légitimement, ou en tout cas en tant que citoyen qu'on peut se poser assez légitimement. C'est que dans les trois arguments qui étaient avancés pour l'ouverture à la concurrence, enfin les trois arguments qui ont présidé à l'ouverture à la concurrence, à la mise en place d'un marché européen de l'énergie avec les critères et les limites et les réserves, y compris l'Arenh, il y avait 1, la baisse des prix, 2, la capacité pour notre parc nucléaire historique à être préservé, maintenu, renouvelé, et 3, le développement des énergies renouvelables. Et donc, on a eu des discussions assez techniques ici, mais si on prend un tout petit peu de recul, qu'il s'agisse des prix de notre parc nucléaire ou du développement des énergies renouvelables, on n'a quand même pas tout à fait l'impression que ces trois objectifs ont été particulièrement atteints ou particulièrement bien. Donc la question un peu fondamentale qui s'est posée ici, qui se pose et qui nous est posée d'ailleurs au quotidien, c'est pourquoi vouloir ouvrir à la concurrence, créer un marché ouvert à la concurrence d'un bien qui n'est visiblement pas un bien de consommation comme un autre, pas une marchandise comme un autre, qui plus est dans un pays qui fabriquait plus de 75% de son énergie à partir de production décarbonée nucléaire, et encore plus si on prend en compte la production hydraulique. Pour répondre très rapidement à votre question, après je le développe, mais la France n'a jamais voulu. Donc on ne peut pas dire pourquoi est-ce qu'on l'a fait, la France n'a jamais voulu. Il se trouve que les autres pays ont voulu, et que la Commission européenne l'a voulu, et qu'elle s'est basée sur ce que je disais au départ, sur le principe d'ouvrir les monopoles, mais c'était pas uniquement les monopoles de réseau, c'était pas uniquement l'énergie, c'était également les télécoms. Ça a été ensuite, c'est ensuite le rail, mais les télécoms, ça s'est fait beaucoup plus rapidement d'ailleurs. Et la France n'y a jamais été favorable. Donc, je dirais, les trois points que vous évoquiez, la baisse des prix pour qui? Pour le consommateur français ou le consommateur européen? C'est le consommateur européen qui a été visé. Et la baisse des prix, elle a eu lieu en moyenne pour le consommateur européen. À partir du moment où vous faisiez un marché, au sens physique du terme, entre différentes places, je dirais, de production, et essentiellement, puisque là, pour la France, c'était l'Allemagne, le Benelux, l'Italie du Nord et les Pays-Bas. À partir du moment où vous faisiez par les interconnexions. Et ça a été un des gros travaux des régulateurs et de la commission de régulation en particulier. Où l'objectif était d'aller vers une moyenne des prix où les prix je dirais, iraient dans le même sens, les uns des autres, entre ces différents pays. Il était évident, mais à l'époque, le directeur de l'énergie l'avait dit d'ailleurs, à partir du moment où on faisait ça, il était évident qu'à partir d'un prix, au moment où le prix du nucléaire était très bas, ce qui n'a pas été toujours le cas par rapport à d'autres, vous alliez remonter la moyenne et que donc vous auriez un prix moyen global qui serait favorable à certains
et moins favorable à d'autres. Alors ça dépend des moments, parce que lorsqu'on a été une période où on avait des prix négatifs, parce que ça existait sur le marché, parce qu'il y avait trop de production, notamment des énergies renouvelables en Europe, les prix négatifs faisaient tomber les prix en France. Et le prix de marché de gros a été, pendant une période entre grosso modo 2012, 2013 et 2017, à un niveau très très bas, puisqu'on devait tourner à peu près à 30. Et donc là, les prix étaient bas. Alors ça ne se sent pas tellement pour le consommateur français qui est au tarif réglementé, parce que le système est basé sur l'AREN, que l'AREN a été fixée à 42, et que la partie marché ne concerne que 20% de cette partie-là. Donc l'influence du prix du marché, alors de temps en temps c'est très bien, de temps en temps c'est moins intéressant, n'a pas joué à fond, alors que si vous prenez le cas allemand, le global allemand est beaucoup plus cher que le français, mais pour des raisons adjacentes, c'est-à-dire le niveau très élevé de la taxe pour les énergies renouvelables, qui est beaucoup plus élevé que le nôtre, mais le prix lui-même, en enlevant les taxes, était moins élevé en Allemagne qu'en France, ce qui est assez curieux, puisque nous avons du nucléaire. Donc l'idée était d'avoir un prix de gros qui converge entre ces trois places. On y est parfaitement arrivé, parce que lorsque les interconnexions ne sont pas saturées, à ce moment-là, les prix convergent complètement. Pour donner un exemple, aujourd'hui, jour particulier, puisqu'il y a une baisse de la production nucléaire, aujourd'hui, les prix français sont plus élevés, beaucoup plus élevés, que les prix allemands ou que les prix belges ou luxembourgeois. On est en cohérence uniquement, c'est cocasse, mais uniquement avec l'Italie du Nord, parce que l'Italie produit guère. Mais voilà, donc on produit moins, donc à ce moment-là, les prix lèvent. À partir du moment où on est en capacité d'équilibrer l'exportation et l'importation, nous avons des prix équivalents. Alors, c'est vrai que selon les périodes, c'est favorable à certains consommateurs, c'est défavorable à d'autres. Il y a d'autres moments, c'est favorable aux consommateurs français. Donc, vous voyez, il n'y a pas... Je veux dire, dans ce domaine, il n'y a pas de... Je dirais qu'il est difficile d'avoir une vérité absolue. Et dans le domaine de l'énergie en général, sur les 25 dernières années, je dirais, j'ai appris au moins une chose. D'abord, c'est de ne pas faire de prévisions, parce qu'en général, on se trompe. Et deuxièmement, d'éviter les propos, je dirais, expéditifs dans ce domaine, parce que tout est beaucoup plus nuancé. Je vous remercie. Vous avez dit au début de votre réponse que la France était contre l'ouverture à la concurrence. Oui. Mais si j'ai bien lu vos déclarations, en tout cas en 2017, vous étiez plutôt favorable à l'ouverture à la concurrence. Mes déclarations en 2017, c'était mon départ. Donc je disais Monsieur de la Doucette, oui. si vous permettez, pour le bon déroulé, je vais poser ma question et ensuite vous répondrez. En février 2017, vous dites « La France a un problème avec la concurrence ». Et ensuite, vous déroulez dans un contexte que vous allez expliquer, mais vous regrettez que l'ouverture des marchés à la concurrence n'ait pas été plus importante. Et tout à l'heure, quand je vous ai demandé pourquoi l'ouverture à la concurrence et pourquoi est-ce que nous aurions dû souhaiter l'ouverture à la concurrence, vous m'avez précisément dit que la France s'y opposait, ou avait en tout cas tout fait, et vous l'avez décrit, pour s'y opposer. Donc ma question, c'est est-ce que vous ralliez à cette position française et vous avez le sentiment que cette ouverture à la concurrence a pu nuire aux intérêts énergétiques français, aux intérêts nationaux français, comme un certain nombre de décideurs l'ont exprimé ici, ou est-ce que vous avez l'impression que les raisons de l'affaiblissement de notre système énergétique ne sont pas à chercher dans l'ouverture du marché à la concurrence? Alors, très clairement, monsieur le rapporteur, lorsque j'ai fait cette déclaration, c'était ma déclaration de départ. Nous n'avions pas tous la même position au sein du collège de la Creux, et pour respecter les sensibilités des uns et des autres, je ne disais pas toujours ce que je pensais à titre personnel. J'étais le président et je tenais compte des avis des uns et des autres. À titre personnel, j'étais entièrement pour l'ouverture du marché. J'étais dans un cabinet ministériel qui a participé en 1986 à l'acte unique européen, dont j'étais profondément pour. Ayant dirigé un monopole, je ne suis pas profondément convaincu que le style de monopole soit d'une efficacité totale en termes économiques. Je ne nie pas les problèmes qu'on peut avoir rencontrés en France, mais j'ai toujours pensé que
l'idée d'avoir quelque chose qui était un marché européen était une idée positive. Mettons, je dirais que je fais partie d'une génération qui croit encore que l'Europe était un élément qui venait juste après la guerre et qui avait une véritable valeur. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ACK, c'était une initiative française et que nous étions déjà pour une solidarité européenne. Bon, je pense que si le marché, aujourd'hui, pose des problèmes, mais en fait, il fonctionne très bien, sauf qu'il donne des résultats qui sont pas très agréables, mais lui, il fonctionne. C'est comme, lui, c'est le thermomètre. C'est pas la fièvre. Le problème qu'il y ait eu beaucoup d'événements à un moment donné, mais qui n'ont rien à voir avec la guerre de l'Ukraine. La non-disponibilité des réacteurs nucléaires est une chose. Le fait qu'à un moment donné, la Chine demandait beaucoup de gaz pour son économie, et donc le gaz est monté, qu'il y ait eu une baisse de l'hydraulicité en Norvège, etc., a fait qu'avant la guerre, il y a déjà eu un certain nombre d'événements qui ont fait que les prix de l'énergie sont montés. Alors, le grand débat qu'il y a, j'entends très souvent le ministre de l'économie et des finances dire le marché de l'énergie est obsolète. Il n'est pas obsolète. Ou il était obsolète à son départ, et ça on peut le considérer comme ça, mais il n'est pas plus obsolète aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Vous avez beaucoup de spécialistes de l'électricité et de l'achat de l'énergie, j'en connais quelques-uns, en particulier un, qui a toujours été contre l'idée d'un marché de gros de l'électricité, disant qu'un jour, d'abord, ça ne peut pas marcher, et que ça pose des vrais problèmes. Alors, ça pose des problèmes aux entreprises, aux grosses entreprises françaises, ça c'est incontestable. Il y a une chose que je ne comprends pas bien, mais je n'ai pas la réponse, c'est pourquoi ça en pose particulièrement aux entreprises françaises et pas aux autres entreprises. Là, je ne sais pas. Et donc, vous avez des gens qui ont des arguments que je ne développerai pas parce que moi, je ne les partage pas, mais je les respecte, qui sont contre l'idée d'un marché de gros sur lequel on fonctionne comme ça, avec un coût marginal. Moi, j'y étais favorable. J'ai développé totalement ce qui a été signé par la France dans les directives européennes. Ce que je trouvais dommage à titre personnel, mais aussi à titre de président de la régulation, c'est qu'après avoir signé quelque chose, on s'ingénie à ne pas le respecter. Je vous remercie. Justement, j'en viens au marché européen pour que peut-être, au marché européen, au lien entre les échanges de flux physiques, les échanges électriques et les échanges financiers. Oui. Parce qu'on entend un certain nombre de déclarations parfois contradictoires. Qui ne sont pas nécessairement équivalentes. Exactement, absolument. Est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots comment a été pensé le fonctionnement du marché d'échange de l'électricité au niveau européen et s'il vous semble possible, souhaitable et faisable d'en sortir et que peut vouloir dire sortir? Est-ce qu'il est possible, en quelques mots, est-ce qu'il est possible de sortir de la partie échange économique, bourse de l'électricité, sans nuire à la capacité de superviser les échanges sur l'ensemble du réseau européen et donc d'équilibrer l'offre et la demande? Est-ce que c'est impossible de le faire? Est-ce que l'argument selon lequel les interconnexions, le réseau existait avant la création du marché unique tient selon vous? Et donc, comment vous abordez les critiques qui sont faites aujourd'hui au marché européen de l'énergie de ce point de vue-là? Et comment est-ce que vous abordez les souhaits ou les déclarations qui tentent à dire qu'on peut en sortir au sens large et qu'on peut en sortir sans sortir de notre capacité à équilibrer l'offre et la demande au niveau européen? C'est une question assez complexe parce qu'en vérité, effectivement, il y a une différenciation entre les échanges physiques sur le réseau et les échanges commerciaux. Pour une raison physique, tout simplement, parce que les électrons se transportent pas selon selon une ligne droite. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Kirchhoff et qui explique un peu comment ça fonctionne. Alors, grosso modo, les électrons, pour aller d'un endroit à l'autre, vont vers la moindre résistance sur les réseaux. Et donc, pour aller
par exemple, du nord de l'Europe pour aller en Allemagne. Certains passeront par la Belgique, d'autres par la France et repartiront. Donc ça n'est pas et ça ne correspond pas donc nécessairement à l'échange commercial. Alors l'échange commercial, lui, c'est un échange qui se fait sur des prévisions à 24 heures et qui correspondent effectivement à une offre à la fois sur l'équilibre, enfin, entre la demande et l'offre, et qui fonctionne avec deux bourses essentiellement. Enfin, il y a deux bourses qui concernent notre partie de l'Europe, qui est EPEX Spot et le Nord Pool Spot. Sur ces deux marchés, je dirais, les offres et les demandes s'équilibrent et font fonctionner le marché et le font circuler. Donc on vend et on achète. Et EDF en profite très largement, puisque, à part l'année 2022, qui est une année totalement particulière, puisque c'est la première fois en 40 ans, je crois qu'il n'y a pas eu, qu'EDF n'a pas été exportateur net, mais importateur net. Le reste du temps, il est exportateur net et donc bénéficie des prix qui se trouvent sur le marché. Alors, revenir là-dessus, c'est d'abord, je pense qu'il y a un élément de temps en temps qu'on oublie. Vous me direz que rien n'est jamais impossible. Mais il y a un élément qu'on oublie un peu, c'est que tout ça est bâti sur énormément de règlements et de règlements juridiques. Et qu'il y a des contrats et qu'on ne peut pas décider sur le seul plan politique de dire finalement on fait autrement. Alors l'équilibre offre-demande sur l'équilibre du réseau, je veux dire que RTE pourrait toujours le réaliser. Le problème est de savoir est-ce qu'on aurait des vendeurs quand on en a besoin. Alors, je vous rappelle que l'une des singularités de la France par rapport aux autres pays, c'est d'avoir un taux de chauffage électrique extrêmement élevé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on avait surdimensionné lors de la deuxième crise pétrolière en 1978 le besoin de construction de centrales nucléaires, qui se sont fait d'ailleurs extrêmement vite. Et à partir du moment où elles ont été en service, on n'avait pas besoin d'autant de production d'électricité. Donc on a mis à la fois en place le système du chauffage électrique et on a commencé à vendre de l'électricité. Et donc cette particularité fait que nous avons des problèmes de pointe. Là-dessus, il y a d'excellents rapports parlementaires sur le sujet et qui nous imposent, lorsque nous sommes à des moments de pointe avec des tensions sur le réseau, de faire appel à nos voisins en importation. Je vous rappelle un épisode qui est resté historique, si je puis dire, dans le petit monde de l'électricité. C'est le 11 ou le 12 février 2012. Où il y a eu une période de froid extrêmement considérable sur l'ensemble de la France, notamment sur la région parisienne. Je pense qu'on avait des descentes d'environ -8, -9, -10. Et que c'est le moment où on a eu le plus besoin des autres, si je puis dire, pour passer cette pointe sans avoir de blackout ou de brown-out. Donc, si vous voulez, il faut quand même qu'il y ait des vendeurs, il faut quand même qu'il y ait des acheteurs. Avant, c'était des contrats de sécurité qui existait. Et je pense que c'est très facile de dire on va sortir parce que finalement ça ne nous arrange pas. Il y a des tas de trucs qu'on pourrait dire sur l'Europe, ça ne nous arrange pas, ou d'autres pays pourraient dire ça ne nous arrange pas. Mais je ne suis plus en charge de quoi que ce soit, donc personnellement je le regretterais, mais je n'ai plus à participer à ces décisions, à l'élaboration de ces décisions. Mais je crois savoir qu'il y a beaucoup de discussions entre l'exécutif et la Commission européenne sur l'essai d'une évolution du marché de l'énergie, et en particulier d'introduire quelque chose qui n'existait pas du tout dans les premières, jusqu'en 2009, ça n'existait pas du tout. Cette idée de nous avons une électricité décarbonée, et il n'y a pas de raison dans ces cas-là qu'on paye le prix d'une électricité qui est carbonée.
C'est un concept, pourquoi pas. Je ne sais pas comment il peut se traduire, mais c'est un concept qui n'existait pas et qui n'avait jamais été évoqué à l'époque, parce que la part transition énergétique, elle est arrivée pas avant 2009. Il est intéressant de savoir qu'il n'y avait pas de coordination entre la partie DG Ener qui s'occupait de l'énergie et la partie DG Climat en Europe qui a fait le plan climat de l'époque. La France était très impliquée là-dedans puisqu'on était à l'époque du Grenelle de l'environnement, Borloo, etc. Et elle s'est beaucoup plus impliquée dans ce plan que dans la troisième directive, qui a ouvert beaucoup plus encore les choses, donné plus de pouvoir aux régulateurs. Mais la montée de la transition énergétique, elle est venue à la fois par le Grenelle de l'environnement, les promesses faites par la France sur les objectifs 2020, etc., dans lesquels nous n'étions en aucune manière partie prenante, parce que contrairement à certains de nos collègues européens, la CRE n'avait pas de responsabilité à la fois sur le mix énergétique et ne participait dans le domaine des énergies renouvelables que pour calculer la CSPE, donc la contribution, la taxe, si je puis dire, qui a représenté une part très importante finalement des tarifs à un moment donné, d'organiser les appels d'offres voulus par le gouvernement et de donner un avis sur les tarifs de rachat proposés par le gouvernement. À ce titre d'ailleurs, mais c'est une incidente qui n'a pas un rapport direct, la CRE a souvent donné des avis négatifs sur les propositions tarifaires de rachat. Elle avait alerté à l'époque sur la crise possible sur le photovoltaïque, qui n'a pas manqué en 2010. Mais donc, je dirais la part de la CRE dans le domaine de la transition énergétique, ça s'est un peu changé après mon départ. Était justement, je dirais, c'était pas de la régulation, c'était de la sous-traitance pour le gouvernement. Et moi, j'ai eu l'occasion de dire à l'Assemblée nationale lors des auditions que personnellement, je serais ravi de ne plus le faire parce que nous n'avions pas les moyens de tout faire à ce moment-là. Merci pour ces éléments. Ça parle à Monsieur Dubois. Je cherchais le bouton. Vous avez évoqué par rapport au marché de la Reine, je voudrais que vous reveniez dessus. Vous nous avez dit, mon collègue vous a reposé la question d'ailleurs, vous avez dit que dans le prix que vous aviez défini, vous teniez compte des coûts d'investissement, donc pour l'entreprise EDF, et et que après, effectivement, par rapport à la loi NOM, ils n'ont pas été pris en compte. Et vous parliez de jusqu'à 39 € à ce moment-là. Est-ce que dans ce 39 € les coûts d'investissement étaient compris ou non compris? Oui, je peux vous donner, si vous voulez, le détail tel qu'il apparaissait. On avait expliqué que le coût de production du parc nucléaire historique se décomposait en 3 éléments: les charges d'exploitation à couvrir chaque année, les investissements de maintien en conditions opérationnelles et d'allongement de la durée d'exploitation qui pourraient être couverts dès qu'ils sont consentis chaque année, c'est-à-dire que l'idée que ce soit chaque année, les capitaux investis par le passé encore immobilisés qu'il s'agirait de rembourser et de rémunérer d'ici 2025, année correspondant au 40e anniversaire du parc. Et cette composante pouvait être répercutée dans l'AREN par des annuités qui peuvent être réparties de différentes manières de 2011 à 2025. Les capitaux investis par le passé, c'est-à-dire la base d'actifs à rembourser et rémunérer, comprendraient le coût de construction du parc, la valeur du net comptable du parc, l'investissement non encore amorti, était à l'époque de 15 milliards d'euros. Alors là, il y avait une petite différence, par exemple, avec les calculs qui ont été faits par la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes l'avait fait comme quel était le coût du nucléaire, comme si on le faisait aujourd'hui. Nous, c'était à la valeur
comptable de l'investissement amorti. Les provisions pour les charges fixes de long terme, alors notamment les charges fixes qui étaient à l'époque, EDF devait constituer un portefeuille d'actifs pour environ 18 milliards d'euros en 2011, concernant le démantèlement. Je passe sur le détail. On disait, dans la logique de couverture de l'ensemble des coûts sur la période de régulation, c'est-à-dire jusqu'en 2025, il paraissait raisonnable que le prix de l'Arenh permette de rembourser d'ici 2025 les 15/40 du montant approvisionné, 15 ans d'Arenh sur 40 ans de durée de vie du parc, soit 7 milliards d'euros. Sur la base d'hypothèses prudentes, le prix pourrait ressortir à 39 € 2011 sur la période de régulation, c'est-à-dire 35 € en 2011, 39 € sur la totalité de la durée moyenne. Donc 25 € 2011 pour les charges opérationnelles, 8 € pour les investissements futurs, 6 € d'annuité pour le remboursement du capital immobilier par le passé. Donc, on disait, compte tenu de la méthode proposée par construction en fin de durée de vie du parc nucléaire, la dette afférente aux investissements passés et à ceux consentis d'ici 2025 devrait être résorbée et les intérêts payés, les fonds propres remboursés et rémunérés. Donc, c'est apparemment pas comme ça que ça s'est passé. Continue, je vous ai répondu dans la foulée, mais j'ai 2 ou 3 autres questions. Donc vous nous dites à un moment donné, après donc il y avait un tarif évolutif de l'électricité, et vous nous dites, vous pensez que c'est Ségolène Royal qui propose, et j'aimerais bien que vous reveniez dessus parce que pour moi j'ai pas compris. Vous dites que Ségolène Royal propose un empilement de tarifs. Excusez-moi, je n'ai pas été clair, j'ai sauté une étape. La loi NOM prévoyait que l'on passe à partir du 1er janvier 2000, enfin, que l'on passe au plus tard au 1er janvier 2016 un nouveau système de calcul des tarifs réglementés basé sur ce qu'on appelle, dans le jargon, si je puis dire, un empilement. Cet empilement comprenant le prix de l'Arenh, 20% de complément sur le marché, les frais de commercialisation, et puis les tarifs de transport, enfin le TURP, si je puis dire. Je dois en oublier un qui doit être blablabla, je ne sais plus. Mais enfin voilà, l'idée c'était ça, d'avoir un système d'empilement avec des prix je dirais, ciblés à chacune des points évoqués. Alors, la seule chose qui était effectivement, qui jouait un peu, enfin, qui n'était pas déterminée à l'avance, c'est les 20% sur le marché, qui faisait que c'était amorti quand les prix étaient élevés pour le consommateur français, mais c'était amorti également quand les prix étaient bas pour le consommateur français. Alors, ce qu'a fait Ségolène Royal, c'est pas elle qui a inventé le système. Hein. Elle a simplement anticipé le fait qu'il était prévu de le faire le 1er janvier 2016. Elle l'a anticipé à la fin 2014, parce que ce système-là permettait d'avoir une évolution tarifaire moindre que celle qui aurait résulté de l'application précédente de la façon dont on calculait les tarifs réglementés. Dernière question, je ne veux pas monopoliser le... Je ne sais pas si j'ai été clair. Enfin, oui, non, mais maintenant c'est clair. Merci pour les précisions. Autre donc, question, je reviens sur l'Arenh. Donc, je pose, quand nous recevons donc, le président directeur général de Total Energy, il répond à la question que je lui pose, notamment en rapport à l'Arenh, s'il y avait eu une Arenh sur les carburants. Et il me répond que, pour faire court, que lui, en tant que PDG de Total Energy, il avait proposé, puisqu'ils achètent donc des lots en rapport à l'Arenh, et qu'il avait proposé au gouvernement donc un ticket sur l'investissement.
à l'époque où j'étais encore à la Creux, Total Énergie n'avait pas racheté Direct Énergie et donc n'avait pas encore probablement fait ça. Je crois que ça s'est passé après mon départ et donc j'ai pas d'éléments là-dessus. Merci, Madame Battistel. Bonjour, Madame la députée. Bonjour, Monsieur la Doucette. Merci beaucoup de vos propos qui dénotent un peu, et ça a été déjà dit, des différentes auditions que nous avons eues. Les positions d'appréciation de la nocivité de l'Arenh sont extrêmement différentes d'un auditionné à l'autre. Pour ma part, et vous le savez, je n'y vois pas que de la vertu, pour plusieurs raisons. La première étant la non-indexation dont on a beaucoup parlé. Il me semble que si on avait souhaité que le dispositif soit vertueux, on aurait à minima indexé le prix sur l'inflation, ce qui n'a pas été fait. Alors, plusieurs personnes nous ont dit qu'à l'époque, la question de l'indexation n'avait pas vraiment été étudiée. Vous nous dites, vous, que dans la loi était prévu un décret qui devait re-questionner la question du prix. Je crois, sauf erreur de ma part, que vous êtes le premier à nous le dire, mais peut-être que je n'ai pas suivi l'ensemble des auditions et que j'ai pu en louper cela. Donc, ensuite, comment analysez-vous le fait, vous l'avez un petit peu évoqué, qu'on n'ait pas réussi finalement à convaincre la Commission européenne qu'à minima, la question de l'inflation se posait? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est l'asymétrie du dispositif, qui pose quand même question. Est-ce que vous considérez que cela aurait pu être prévu ou dû être prévu pour ne pas poser les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, que les fournisseurs alternatifs ne viennent se sourcer chez EDF que lorsque le prix de marché est très haut et lorsqu'il est bas, on laisse EDF avec sa production. Et la dernière chose, et là on le constate en 2022 ou 2021-2022, peut-être n'avons pas pu l'anticiper, mais la question des 100 TWh que vous dites finalement avoir été posée comme un plancher et pas un plafond, si j'entends bien vos propos, cela n'est pas été aussi pensé que ça devait être aussi un prorata de la production nucléaire en France, puisque lorsqu'on est sur 400 TWh et qu'on considère qu'il faut en céder 100, ça fait à peu près un quart de la production, sachant qu'un autre quart est réservé au TRV et puis ensuite il y a les contrats de long terme. Mais quand on a 250, 300 de production, est-ce que c'est toujours raisonnable d'en céder 100, voire 120 à une époque où on a proposé le relèvement du plafond? Donc ça, c'est également une question qui pour moi est importante et vient dans les côtés négatifs du dispositif de l'Arenh. Avec tout cela levé, on pourrait peut-être entendre qu'effectivement, il fallait à un moment donné faire un équilibre pour que les fournisseurs alternatifs puissent avoir des conditions de concurrence correctes, mais qui, à mon sens, devaient leur permettre à la fois de vendre de l'électricité à leurs clients à des prix concurrentiels, mais aussi d'avoir une santé, entre guillemets, financière qui leur permettait de développer des outils de production, ce qui n'est pas été le cas. Est-ce que vraiment, dans l'esprit de départ, c'était dans la tête de tout le monde que les outils de production devaient aussi être développés par les fournisseurs alternatifs ou que ce sujet-là n'a pas été évoqué? La dernière question, on arrive en fin de dispositif de l'Arenh, donc il va falloir se pencher sur cette question de renouvellement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'au regard du prix des ENR qui sont devenues quasiment toutes matures, est-ce que le dispositif de l'Arenh finalement, avec un rehaussement du tarif qui sera à peu près autour de 50 €
si on arrive à le faire entendre de la Commission européenne, est finalement utile puisque les différents fournisseurs alternatifs vont pouvoir demain se fournir auprès de fournisseurs d'énergie renouvelable à des prix totalement similaires. Et puis la dernière question, vous avez dit en introduction de vos propos que finalement ce dispositif n'a pas été imposé par la Commission européenne et que c'est finalement la France qui en a décidé. Vous avez déjà répondu au rapporteur, mais en fait je n'ai pas trop saisi pourquoi finalement la France s'est vraiment orientée sur ce dispositif qui lui était alors peut-être moins défavorable à l'époque, mais extrêmement défavorable aujourd'hui. Et peut-être un autre sujet, mais je ne sais pas si vous êtes à rentrer dans le champ de votre compétence. Lorsqu'il y a eu les discussions autour des directives concession de la Commission européenne, l'Allemagne s'est beaucoup battue pour que l'eau soit un régime dérogatoire dans l'annexe de la directive concession. Et nous, on ne s'est absolument pas battu sur la question des concessions hydroélectriques qui auraient pu aussi bénéficier de cette dérogation dans l'annexe, me semble-t-il. Merci beaucoup et désolé pour la longueur de mes questions. Madame la députée, j'ai eu l'habitude de vos longues questions déjà, mais vous en soulevez beaucoup et elles ne sont pas toujours très simples d'ailleurs. Je vais peut-être commencer par la dernière concernant pourquoi finalement la France a choisi cette option. Il y avait d'autres options qui étaient possibles mais qui ont été écartées par la commission Champsor et par l'exécutif. C'était pas la seule, mais enfin c'est celle qui a été retenue. Ensuite, je vous rappellerai que c'est les parlementaires qui ont voté la loi. Ce n'est personne d'autre qui a fait le contenu de la loi. Il y a eu un projet de gouvernement, mais qui a été largement amendé par le Parlement. Et donc, ce qu'il y manquerait, c'est possible, mais c'était à ce moment-là au Parlement d'y ajouter des éléments, notamment sur l'inflation. Alors l'inflation n'était pas élevée à l'époque, il faut se souvenir de ça. Donc le sujet n'était pas monstrueux. Et l'idée d'avoir une révision du prix de l'Arenh annuelle était effectivement dans la loi. Je suis étonné. D'ailleurs, moi j'ai été étonné de ne jamais entendre ça, parce que c'est dans la loi elle-même. Il était prévu que 3 ans après la promulgation de la loi, il y ait un décret qui permette de définir les éléments de calcul pour voir le niveau du prix de l'Arenh, qui devait à ce moment-là être de la responsabilité de la CRE qui devait le proposer à l'exécutif. Et ce décret devait être, à ce moment-là, validé par le Conseil d'État. Bon, il existe, hein, le décret, enfin il existe. On peut lire ce dont il parle dans une délibération de la CRE du 21 juillet 2014. Et après, il a disparu. Mais je pense que là, c'est un des grands sujets du problème pour EDF, c'est le fait qu'il n'y ait jamais eu une revalorisation annuelle du prix de l'Arenh. Alors c'était vrai que ce n'était pas très important en 2014-2015 puisque les prix étaient au-dessous des 42, mais à partir du moment où les prix sont remontés sur le marché de gros, ça devenait extrêmement gênant. Mais ça, je ne peux pas répondre à une question qui est une question en fait entre l'exécutif et la Commission européenne. Sur la problématique de l'eau, je ferai juste une petite information. Je ne sais pas si je vous l'ai jamais dit, Madame la députée, mais à l'époque du comment dirais-je, des négociations sur la loi NOM, il avait été envisagé d'introduire par la commission Champsor non seulement le nucléaire dans le dispositif, mais également l'hydraulique. Et à l'époque, l'exécutif et le Premier ministre avaient répondu non, c'est pas la peine, parce que nous allons ouvrir à la concurrence les barrages. Et donc, le problème sera réglé.
Je sais que ça vous tient à cœur. Donc, on en est toujours au même point, d'ailleurs, 10 ans plus tard, enfin 11 ans plus tard. Mais donc, cette question de l'eau, c'est encore comment dirais-je, une difficulté de compréhension entre l'exécutif français et la Commission européenne. Alors maintenant, je remonte un peu dans vos questions. Il est probable, effectivement, que si on avait pu imaginer, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas, qu'il puisse y avoir une baisse considérable de la production nucléaire, on aurait pu mettre dans la loi, mais on aurait pu le rajouter, faire un amendement, que ce soit proportionnel à la production et non pas simplement dans l'absolu 100 TWh. Je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est un manque peut-être d'anticipation. Mais rappelons-nous que, je dirais, EDF n'avait aucun problème en matière de production nucléaire à l'époque, qu'il était largement exportateur et qu'il servait d'ailleurs de recours, si je puis dire, à certains pays comme l'Allemagne quand elle en avait besoin, l'Italie notamment, enfin un peu tout le monde, pour vendre son électricité lorsque nous n'étions pas aux heures de pointe. Donc c'est pas un sujet qui effectivement a été anticipé du tout, ça, ni par les uns ni par les autres. J'ai dû oublier des questions, Madame Battistel. Vous voulez me rappeler? J'ai pas tout traité, je sais. Alors, vous n'avez pas tout traité, mais du coup, vous avez répondu à quelque chose qui m'amène une question, si Monsieur le Président me permet encore. Je vous en prie. Voilà. Du coup, puisqu'il était écrit dans la loi qu'une réévaluation était envisagée, comment se fait-il qu'à l'époque, et aujourd'hui encore, on n'arrive pas à se faire entendre sur ce sujet-là de la Commission européenne, puisque même avec la revalorisation que la CRE a validée comme étant raisonnable entre 49 et 50 euros, ce sont des discussions sans fin qui concrètement n'aboutissent pas. Sur la deuxième question, vous m'avez précisé que dans les discussions de la loi NOM, quand il avait été question de l'Arenh, on avait finalement envisagé de prendre les deux productions de base qui sont le nucléaire et l'hydraulique, et que l'hydraulique a été sortie puisque déjà engagée dans le dispositif, alors pour le coup très nocif pour moi, qui était engagé. Et parce qu'il y avait un autre... Bon, moi, j'avais plutôt l'impression que, en fait, les discussions sur l'Arenh et la conclusion de l'Arenh avaient été plutôt incitées à une volonté forte que ça aboutisse pour... Enfin, comment vous expliquer ça? Le sentiment que j'ai et qui est partagé par certains, c'est qu'en fait, la conclusion sur l'Arenh s'est faite au détriment des concessions hydroélectriques et on a dit, bon, allez, on lâche, on met en concurrence, du coup, on se préoccupe de l'Arenh et du nucléaire et puis tout le monde sera content. Est-ce que c'était vraiment ça le débat? Certains disent oui, d'autres non, et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé dans ces bureaux. Sur les questions qui... Oui, allez-y. Oui, là, sur ce sujet-là, je peux difficilement vous répondre parce que moi, je n'étais pas dans les discussions directes entre le cabinet du Premier ministre et la Commission européenne. Donc, je ne me base que sur des écrits qui sont les échanges de courriers entre le Premier ministre et la Commission européenne. Je ne sais pas du tout si ce que vous dites est fondé ou pas. Je n'ai pas la moindre idée. Je ne peux pas ni vous confirmer ni vous démentir. Et du coup, sur la question précédente, sur la revalorisation de l'Arenh, je permets de relancer, en complétant peut-être, si Marie-Noëlle Battistel le permet, en disant, vous disiez à N+3, il fallait un décret. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Oui. Non, mais vous n'êtes pas le premier, parce que d'autres l'ont déjà dit avant vous, mais enfin, vous faites partie des rares qui le rappellent. Quel est le rôle de la CRE, du coup, en 2014, quand ce décret n'arrive pas? Rien. Aucun.
Enfin, si, elle a un rôle sur la REN, mais pas sur le montant du prix, sur les conditions de distribution, des choses comme ça, mais sur les conditions techniques du fonctionnement, mais pas sur le prix de la REN, puisqu'elle n'avait pas la possibilité d'avoir la responsabilité, puisque le décret n'est jamais sorti. Vous pourriez poser la question au directeur de l'énergie de l'époque. Et peut-être sur une question sur laquelle vous n'avez pas répondu, puisque vous m'avez redemandé quelle c'était quid de l'AREN, du nouvel AREN ou de la discussion sur un nouveau dispositif au moment où on a des prix des énergies renouvelables qui sont à des prix similaires. Quel est l'intérêt pour les fournisseurs alternatifs? Il faudrait poser plus la question aux fournisseurs alternatifs qu'à moi. Je ne sais pas quel est l'intérêt pour eux. Le problème d'acheter sur les énergies renouvelables, c'est vous n'êtes jamais certain du niveau de production des énergies renouvelables parce qu'elles sont par définition fluctuantes en fonction des conditions atmosphériques. Vous pouvez avoir une idée générale. Mais honnêtement, je ne suis pas capable de répondre à ça. Il aurait fallu poser la question aux fournisseurs alternatifs si ça présente encore un intérêt pour eux ou pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'idée. Merci. Oui, alors, Monsieur Dubois. Ça me ramène à une précision, effectivement, pour revenir sur ce qu'ont dit le président et ma collègue, sur le pouvoir de la CRE par rapport à, justement, à rétablir les choses. On en parlait, je vous ai posé la question tout à l'heure, sur qu'est-ce que vous aviez compris dans le prix de l'AREN, et se rendre compte que cette réactualisation, elle n'a jamais été faite, sauf sur le vote qu'on a proposé. Est-ce que la CRE a pas, est-ce que vous avez un pouvoir de rappeler, parce que ça a été dit, donc c'est peut-être cette AREN qui, certains le disent, qui a mis à mal EDF sur les investissements, sur le prix. C'est pour ça que je vous ai fait préciser le prix, le calcul de l'AREN au départ, et vous avez répondu que ça tenait bien, prenez en compte les investissements. Est-ce que vous avez un pouvoir de rappeler justement à l'État que cette actualisation est obligatoire si on ne veut pas déséquilibrer le producteur? Entre le 21 juillet 2014, lorsqu'on nous a présenté le décret, et les 2 ans qui ont suivi, enfin 2 ans et demi qui ont suivi, on a souvent posé la question à l'exécutif ou à l'administration où en étaient les discussions. Jusqu'à grosso modo fin 2015, on disait on discute. Et puis après, on ne discute plus. Il n'y a plus rien eu et on n'avait plus aucune réponse. On n'avions pas de pouvoir d'interpeller le gouvernement pour lui dire mais alors qu'est-ce que vous faites, etc. Et oui, non, mais c'est un sujet. Je ne sais pas, vous n'avez pas prévu d'auditionner Madame Royal? Ça viendra. Bon, vous pourrez lui poser la question. On lui demandera. On n'y manquera pas. Du coup, moi, j'ai quelques questions. D'abord, une première, c'est-à-dire que finalement, le rôle de la CRE, il est sur le marché, qu'il soit d'ailleurs d'électricité ou de gaz. Et le marché, il a deux caractéristiques, quoi. C'est le volume. Et puis ensuite, la répartition de ce volume. Oui, enfin, c'est pas uniquement ça, parce que. Non, mais si on dézoome un tout petit peu, et notamment sur la question d'arrêt. Mais ma question, elle va porter sur le volume du marché. Oui. Est-ce que vous aviez un travail prospectif sur ces éléments-là et comment? Parce qu'on se rend compte au fur et à mesure des auditions qu'on mène que le sujet de la projection dans le temps de l'évolution du marché, c'est-à-dire du besoin d'électricité, c'est quelque chose qui est assez instable, assez mal étayé pendant longtemps. Et donc quel est le regard que la CRE, elle porte entre 2006 et 2017 sur les différents scénarios tels qu'ils arrivent de l'évolution du volume du marché de l'électricité? On se fondait essentiellement, enfin même uniquement d'ailleurs, sur l'expertise de RTE qui avait cette responsabilité et cette compétence pour imaginer des scénarios en fonction des évolutions. Alors c'est vrai qu'elles étaient, c'était assez, entre 2006 et 2017,
entre 2010 et 2022 d'ailleurs, les scénarios sont probablement assez différents en fonction des options politiques qui sont prises, à la fois sur le développement des énergies renouvelables, sur la part du nucléaire dans le mix énergétique. Vous êtes bien placé pour savoir que ça a été quand même assez fluctuant. À cet égard, c'était compliqué, parce que la PPE, par exemple, qui est sortie en 2015, qui prévoit la réduction du nucléaire à 50% en 2025, tout le monde, absolument tout le monde, savait que c'était infaisable. Tout le monde, y compris l'exécutif. Sauf pour des raisons, je dirais, d'affichage, vous ne pouvez pas revenir dessus. Mais, je veux dire, c'était vraiment... personne n'avait jamais imaginé que ça se ferait. Et ça ne s'est d'ailleurs pas fait. Donc déjà, c'est pas évident de faire des scénarios pour RTE quand on est sur des choses aussi fluctuantes. Quant à la Creux, elle n'avait pas d'expertise particulière dans ce domaine sur la projection, mais on se servait essentiellement des scénarios de RTE qui les aident de plus en plus diversifiés, d'ailleurs, avec des hypothèses différentes. Mais on ne s'est jamais posé, enfin franchement, jusqu'en 2016, on ne s'est jamais posé la question de est-ce que les centrales nucléaires... si, on s'est posé la question différemment. La question qui s'est posée, mais c'est une question de tarification, c'est comment est-ce qu'on prenait comment dirais-je, la prolongation jusqu'à 40 et 60 ans des centrales nucléaires qui avaient été envisagées à ce moment-là, jusqu'au moment où, après avoir auditionné le président de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, il nous a expliqué qu'il était très prématuré d'imaginer ce que l'on pouvait faire dans ce domaine, dans la mesure où il n'avait pas encore fait, qu'il ne ferait à l'époque, si je crois bien, c'était 2018-2019, les examens de la situation des centrales, en commençant par les 900 et ensuite les 1500, pour savoir quelle était la situation en termes de sécurité pour une éventuelle prolongation. Donc, se poser cette question-là, de savoir est-ce qu'il y a prolongation, et s'il y a prolongation, les besoins de renouvellement, mais on a toujours su que les problèmes de renouvellement se poseraient entre 2000 et 2025, qu'il fallait prendre des décisions, ça, tout le monde le savait. Mais ce n'était pas tout à fait pareil si on avait une prolongation des centrales à 60 ans ou si on ne l'avait pas. Et c'est l'ASN qui avait ça dans les mains et personne d'autre. C'était ni le président d'EDF, ni l'exécutif, ni la Creux, et nous étions tributaires de ces éléments. Vous le savez, parce que je crois qu'on vous l'a déjà dit, mais que les obligations que l'ASN donne aux exploitants de centrales nucléaires, donc à EDF, sont très, très différents de ce que son homologue fait aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est simplement est-ce que la centrale, est-ce que le réacteur correspond à la situation de sécurité qui était celui du lancement de sa mise en fonctionnement. Nous, en France, on dit qu'il faut adapter la situation de sécurité à toutes les conditions, et notamment à l'après-Fukushima. Donc tout ça crée énormément de fluctuations à la fois dans les investissements nécessaires et dans les besoins nécessaires. On a beaucoup parlé d'une des contraintes atypiques du marché de l'électricité qui est l'Arenh. Ouais. Il y en a une autre, c'est le tarif fixe de rachat des produits des énergies intermittentes. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de cela dans le temps ? Alors aujourd'hui, on peut se satisfaire, par certains même se gausser, que ce tarif fixe bénéficie à l'État. C'est lié à une situation anormale du marché. Ah oui. Et ça reste un tarif fixe qui est a priori au-dessus de ce que ces mêmes promoteurs prétendent être les coûts de production de cette énergie aujourd'hui. C'est quand même assez schizophrénique. Oui. Comment est-ce que vous voyez cette évolution avec ce qui est finalement digeste quand c'est tout à fait marginal dans le système, qui devient problématique quand ça génère à l'échelle du marché des prix négatifs
puisque les prix, eux, sont fixes, donc la variable d'ajustement, c'est forcément les autres moyens de production. Et maintenant, où finalement, ça devienne une part déterminante du réseau à la maille européenne dans tous les cas, et où ces prix fixes, finalement, viennent complètement casser l'idée même d'un marché. Mais oui, je suis assez d'accord avec vous sur cette affirmation. Je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là, mais qu'il n'y avait pas eu réellement de coordination entre la DG Climat et la DG Énergie en 2009, lorsque s'est lancé le grand plan, le grand plan sur le climat européen. Et je me souviens j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais d'une présentation qui avait été faite aux régulateurs de l'énergie, enfin l'ensemble des régulateurs de l'énergie, par les promoteurs du plan climat, et qui nous avait dit à l'époque, bon, on espère que votre marché, ça fonctionne. Alors on leur a répondu, mais non, on est en train de le faire. Ah ben c'est embêtant parce que effectivement, ça a été la rencontre de deux systèmes où l'un était un interventionnisme étatique en quelque sorte, enfin de différentes entités sur un marché, et donc ça a posé un réel problème du fonctionnement. Alors par ailleurs, sur les prix de rachat, ce que nous finissons de payer, mais ce qu'on a encore pour un petit moment quand même, enfin, ce que nous finissons de payer aujourd'hui, c'est le coût, enfin les prix qui ont été fixés dans les années 2006, 2007, 2008, 2009 sur le photovoltaïque, où les prix qui avaient été arrêtés étaient de l'ordre de 580 € du mégawattheure, et avec un prix de marché qui à l'époque se tournait, allez, grosso modo, si on prend le prix de marché moyen entre 2010 et 2022, on est à 50 €. Voilà. 50 €. Donc 570, on paye la différence. La CSPE payait la différence. C'est évident que c'était totalement surdimensionné. Certes, ça correspondait à une volonté politique forte de développer les énergies renouvelables, mais c'était un pari sur l'évolution des prix de gros qui s'est trouvé réalisé aujourd'hui, mais qui était loin d'être le cas en 2011, 2012, 2013, etc. Donc, la CRE a toujours dit, d'ailleurs, qu'elle était beaucoup plus favorable aux appels d'offres qu'au prix de marché garanti. Donc, je pense que l'évolution devrait aller vers la disparition des prix de marché garantis et des appels d'offres. Ce qui serait déjà beaucoup plus près du marché. Oui. Et avec une difficulté complémentaire sur la réflexion du moyen de financer, par exemple, le nouveau nucléaire. Et si on imagine des mécanismes de type prix de marché, prix d'achat garanti. Attendez, on est totalement sur autre chose. La question qui se pose pour le nouveau nucléaire, c'est que, ça c'est ce que je pense profondément, ça n'est pas compatible avec le marché. Ça ne marche pas. Parce que y a pas, le marché, théoriquement, c'est privé. Il n'y a pas de privés qui vont investir dans des investissements aussi lourds, aussi risqués et aussi longs que du nouveau nucléaire. Donc le seul moyen, c'est de trouver un système comme ont fait les Anglais avec EDF sur Hinkley Point, qui a obtenu une dérogation de la part de la Commission européenne. Ça fait partie des négociations, j'imagine, de l'exécutif. J'en sais rien. Hein. Là, je parle sans savoir. Mais qui doit faire partie des négociations de l'exécutif avec la Commission européenne. Mais c'est le seul moyen de développer du nucléaire en restant dans un système européen. C'est sûr qu'il ne peut pas se développer par le marché, ça c'est clair. Si on cherche les défauts du marché, c'est clair qu'il ne donnera pas de signal prix pour développer du nucléaire. Du coup, j'en viens peut-être un peu au gaz aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'électricité. Oui, beaucoup, oui. Qui finalement semble être, comme ça, de prime abord, en néophyte, une marchandise qui est plus proche d'un
quelque chose qu'on peut vendre sur des marchés que l'électricité, d'une commodité habituelle. une commodité habituelle, voilà, dans la mesure où on peut le stocker, ce qui n'est pas le cas de l'électricité, ou en tout cas pas aux échelles nécessaires à structurer un marché. Quel regard est-ce que vous aviez à l'époque sur ces capacités notamment de stockage françaises et à l'échelle européenne? On est quand même en train de se rendre compte qu'il y a un déséquilibre dans les capacités de stockage européennes qui n'est pas complètement innocent non plus dans l'explosion du prix de marché du gaz. La France avait, avec d'autres pays, des capacités de stockage que n'avaient pas d'autres. Hein, que certains pays ne l'ont pas, mais c'est une question... nous avons des stockages naturels. Donc, je trouve que ça se passe très bien. Que le stockage du gaz a d'abord été, pendant une grande période, a été du gré à gré pour les prix, et il est devenu régulé depuis 2017, si je ne m'abuse. Ça a été assez complexe pour arriver à ça, pour arriver donc à réguler des prix qui soient accessibles à tout le monde. Et le remplissage des stocks s'est fait remarquablement bien. On l'a vu pendant la crise actuelle, là, c'est fait remarquablement bien. Et le travail fait par l'ensemble des réseaux et du gestionnaire du stockage s'est très bien passé. Alors, la question qui se posait à un moment donné, c'était est-ce qu'il fallait raisonner en termes stockage national ou stockage global européen. Les principes du marché auraient dit, comme c'est européen, on devrait réfléchir sur un équilibre européen et non pas sur un équilibre national. En fait, on n'a pas retenu cette hypothèse et on est resté sur un équilibre national. Non seulement le stockage, mais aussi on a beaucoup développé les terminaux méthaniers. Alors ça, c'était à la limite contre-intuitif. Enfin, ça a été, à un moment donné, ça paraissait assez évident. Puis, avec la baisse du prix du gaz, les investissements étaient beaucoup moins évidents et les terminaux méthaniers qui avaient été construits, notamment le dernier qui était Dunkerque, étaient extrêmement peu utilisés jusqu'à peu de temps. Ça rappelle une affirmation d'un commissaire, je ne sais plus lequel, mais commissaire à l'énergie à l'époque, européen, qui disait le marché nécessite de surinvestir dans les infrastructures de manière à avoir la diversité de l'offre. Alors, ce n'est pas évident non plus, parce que c'est très cher, mais il se trouve que là, nous avons pas mal de terminaux méthaniers, dont certains sont régulés et d'autres pas. Et donc, on est plutôt bien... On en a beaucoup moins que les Espagnols, mais enfin, c'est pas tout à fait pareil. Par ailleurs, on a aussi considérablement développé le réseau de transport et de distribution en France pour le réseau de transport, pour arriver en 2000, on devait avoir 8 zones d'équilibrage en France pour arriver à une seule zone qui a dû être déterminée en 2017-2018. Enfin, ça a été un travail de 15 ans pour arriver à coordonner, investir et mettre. Ce qui fait qu'on a une place de marché qui fonctionne, qui est beaucoup plus fluide. Avant, les industriels du sud de la France payaient leur gaz de façon beaucoup plus élevée que ceux qui étaient au nord. Et donc maintenant, on a trouvé, je crois, il faudra vérifier, mais je crois qu'on a trouvé une forme d'équilibre qui permet d'éviter les goulots d'étranglement. On se pose la question maintenant, et c'est une question intéressante en termes de marché, la fameuse liaison entre l'Espagne, la France et le reste de l'Europe. C'est un vieux sujet qui a été beaucoup débattu dans les années 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, etc., qui finalement a été abandonné par les régulateurs parce qu'il n'était considéré comme pas rentable et qui faisait peser le prix de l'investissement en grande partie sur les industriels français. Donc on a estimé que c'était pas raisonnable et on a laissé tomber. Il se trouve que c'est revenu d'actualité, comme vous avez pu le voir, qu'apparemment on a trouvé une solution pour ne pas reparler de cette liaison proprement dite, mais de faire autre chose en passant par une liaison entre Barcelone et Marseille.
Bon, on verra le reste, ce qui se passera entre Marseille et le reste, mais de toute façon, ce ne sera pas tout de suite. Je pense qu'on en parlera dans 10 ans. Est-ce que ce sera de l'hydrogène qui passera dedans ou autre chose? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, le marché, le raisonnement du marché a écarté cet investissement parce qu'il estimait qu'il n'était pas rentable et trop cher pour les industriels français. Une planification, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, une sorte de planification mais sans tenir compte des coûts, aurait pu le faire à ce moment-là. Mais c'est un exemple intéressant des problèmes que peut poser un raisonnement purement économique et de marché. Alors, ceci, pour répondre à votre question globalement, l'ouverture du marché du gaz, elle est faite, elle est réalisée, elle se passe pas mal. Les tarifs réglementés disparaissent en juin, juillet, je crois, non ? Donc la question est réglée. Il y avait pour répondre à ce qu'on ne m'avait pas posé comme question, mais il y avait une autre manière de faire pour répondre à la problématique de la Commission européenne en 2009, ou une autre chose que de faire de la reine, de faire une LADVAM, c'était tout simplement, mais ça, politiquement, on considère que c'est infaisable, c'était de supprimer les tarifs réglementés. Là, c'était très simple. Allons-y. Ça reste un sujet tabou. Oui. Enfin, ça a failli arriver, parce que si le Conseil d'État, par un raisonnement très constructif, n'avait pas décidé que les tarifs réglementés d'électricité n'étaient pas contraires au règlement européen, alors qu'il l'avait dit pour le gaz. Et s'ils avaient suivi, d'ailleurs, les conclusions du rapporteur, la question se serait posée. Il n'y aurait plus de tarifs réglementés non plus. Enfin bon, c'est une autre histoire. Dernière question. Vous disiez dans votre propos liminaire que la question de la souveraineté énergétique, vu la réalité des infrastructures, elle est à poser à l'échelle de la maille européenne. Oui. Est-ce que du coup, cette question de la sécurité d'approvisionnement, des vulnérabilités, fait réellement l'objet de préoccupations à l'échelle européenne, y compris à l'échelle du pilotage des marchés européens? L'affolement de ces derniers mois peut laisser suggérer que ça n'était pas forcément la préoccupation première. La Direction générale de l'énergie au niveau européen a cette préoccupation de sécurité d'approvisionnement, c'est clair. Maintenant, vous vous heurtez aussi à des problématiques de souveraineté, là je le dis, de souveraineté nationale de chacun des pays qui a sa vision. C'est pas la souveraineté énergétique, mais c'est sa souveraineté tout court, c'est sa vision de ce qu'il faut faire et pas faire. Et donc de ne pas déléguer à un niveau supranational des éléments sur la sécurité d'approvisionnement. Un exemple, je dirais plutôt anecdotique. Après la crise, la première crise gazière sur l'Ukraine en 2008-2009, la DG Énergie a voulu s'occuper de la sécurité d'approvisionnement et a voulu que les régulateurs de l'énergie s'en occupent sur le côté sécurité d'approvisionnement et pas simplement marché. La France a dit non, c'est pas le rôle du régulateur, c'est une responsabilité régalienne, donc c'est à nous d'assurer. Alors ce qui était cocasse, c'est qu'au niveau européen, la CRE était partie prenante dans le groupe de travail sur les sécurités d'approvisionnement gazières, mais elle ne l'était pas dans le système français. C'est pas inintéressant. Mais est-ce que celui qui était en charge au niveau français, du coup, était dans les discussions au niveau européen ? Puisque c'est celui qui n'était pas en charge au niveau français qui était dans les discussions européennes. Quand on lui demandait, quand la Commission européenne lui posait une question. Vous savez, vous avez un de vos interlocuteurs, une personne qui a été auditionnée, qui était M. Helm Mazega, qui vous a dit l'un des grands problèmes de la France, c'est qu'elle n'a jamais suffisamment investi dans la Commission européenne. Et c'est parfaitement exact. Que ce soit l'exécutif ou l'administration française, a toujours eu beaucoup de mal à travailler avec la Commission européenne. Or, il est toujours possible de travailler avec elle. Il vaut mieux lui poser des questions avant, plutôt que de faire les choses dans le dos et se retrouver avec un problème. Mais c'est une tradition française qui remonte très 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 loin. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler à la délégation à l'aménagement du territoire en 1975, le principe était déjà de cacher les copies.
Merci beaucoup, monsieur de la Doucette, pour cette audition. Je crois qu'il, encore une fois, apporte un nouvel angle à nos travaux. Je vous remercie pour la précision de vos réponses. Je vous propose de suspendre pendant 5 minutes avant de passer à l'audition suivante. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur.